Bonjour, c'est Baptiste de l'école IA. Alors dans cette vidéo qui va être un peu moins positive que d'habitude, je vais vous parler des obstacles auxquels on doit faire face lorsqu'on ouvre une école en France. Alors pourquoi? Parce que, comme vous l'avez remarqué également dans les vidéos précédentes, on a ce mois-ci un souci d'information. On a envie de divulguer beaucoup de ces informations qui ne sont pas connues du grand public et souvent même pas connues des personnes qui s'intéressent aux écoles privées hors contrat, aux écoles indépendantes, aux écoles alternatives, appelez-les comme vous voulez. Et du coup, on veut donner ces informations pour que les personnes sachent comment ça se passe et du coup sachent les défis auxquels on fait face, sachent comment y apporter des solutions, sachent en quoi elles s'engagent si jamais elles veulent elles-mêmes ouvrir une école et dans tous les cas, en tant que citoyens, soient informés de ce qui se passe dans notre pays. Donc en France, pour rappel, lorsqu'on ouvre une école, elle est obligée d'être privée hors contrat. Privée hors contrat, ça veut dire que, à l'inverse des écoles privées sous contrat, qui sont par exemple la plupart des écoles catholiques de France, sont des écoles privées sous contrat. À l'inverse, les écoles privées hors contrat sont des écoles qui ont beaucoup plus d'indépendance. Indépendance au niveau des choix qu'elles font au sein de leur établissement, notamment des choix pédagogiques, mais également indépendance financière totale, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucun soutien financier de la part du gouvernement ou d'autres structures publiques. Donc évidemment, ça a les avantages et les inconvénients de cette indépendance. Lorsqu'on ouvre une école en France, elle est obligée d'être privée hors contrat. Un autre nom pour école privée hors contrat, c'est justement école indépendante, puisqu'elles sont indépendantes. Un autre nom qu'on trouve de manière très courante en ce moment, c'est école alternative. Alternative parce que c'est une alternative au système des écoles publiques et au système des écoles privées sous contrat qui continue à être le système du public puisque c'est régi par l'éducation nationale. Euh, donc évidemment, un des premiers obstacles vient justement de cette indépendance financière. Le premier obstacle étant du coup qu'il faut trouver des fonds. Lorsqu'on ouvre une école, il faut trouver des fonds. Alors je ne m'engage pas dans cette explication de cet obstacle pour vous dire donnez-nous de l'argent. Cette fois-ci, c'est pas pour ça, c'est juste pour vous expliquer que du coup, lorsqu'on ouvre une école, il faut trouver des fonds assez importants. Il faut trouver des fonds pour ouvrir, obtenir un campus qui va du coup être suffisamment aménagé et suffisamment grand pour avoir suffisamment d'élèves qui, eux, vont pouvoir rapporter des fonds supplémentaires avec les parents qui vont donc payer des frais de scolarité et donc ensuite pouvoir avoir les frais de fonctionnement de l'école. Puisqu'évidemment, il faut donc des fonds pour payer le personnel également, une fois que l'école est en fonctionnement. Il faut des fonds pour payer le matériel qui est sans cesse à renouveler, puisque évidemment les enfants l'usent, et les adultes aussi. Il faut des fonds pour payer l'assurance, il faut des fonds pour payer les charges sociales pour nos employés, il faut des fonds pour payer des taxes, des impôts, etc. etc. Donc il faut des fonds. Mais bien avant que l'école soit ouverte, il faut déjà avoir trouvé beaucoup de fonds. Parce qu'évidemment, une fois l'école ouverte, normalement, les fonds viennent des frais de scolarité. Lorsque l'école n'est pas ouverte, pas encore, il faudra donc des fonds pour faire toutes les campagnes de marketing et de communication qui vont permettre au grand public de connaître l'existence de l'école et donc de vouloir y inscrire leurs enfants. Il faut des fonds pour le campus, il faut des fonds pour rémunérer les personnes, les porteurs de projets, donc les fondateurs de l'école, donc, c'est-à-dire soit des fonds pour les rémunérer, soit eux-mêmes, il faut qu'ils aient des fonds qui leur sont propres pour pouvoir se rémunérer pendant qu'ils travaillent gratuitement à l'ouverture de l'école, etc. Donc, ce sont des fonds assez importants. Il faut savoir que le rectorat est donc la structure en France, c'est l'académie, c'est la même chose, c'est donc le représentant de l'éducation nationale partout dans le pays. C'est le rectorat et l'éducation nationale ne font tout pour freiner l'ouverture des écoles privées hors contrat de France. Il y a une très claire volonté d'empêcher le plus d'ouverture d'écoles privées. Et cette volonté se reflète dans le nombre d'obstacles et la taille de ces obstacles qu'ils mettent à l'ouverture des écoles privées hors contrat. Un de ces obstacles, c'est notamment qu'ils exigent qu'on ait les 3 premières années de fonctionnement de prête au niveau du campus. C'est-à-dire que si vous ouvrez, quelle que soit la façon dont vous ouvrez, vous allez devoir avoir le campus pour les 3 prochaines années qui est déjà prêt avant même l'ouverture de l'école. Ça peut être un obstacle du coup pour des écoles comme l'école IA par exemple qui a décidé d'ouvrir l'école maternelle suivie du CP et suivi ensuite de l'année suivante du CE1 et ainsi de suite. Nous allions ouvrir un niveau de l'élémentaire par an.
Toutefois, même si on ouvre un niveau d'élémentaire par an, le rectorat exige qu'on ait donc le campus déjà prêt pour l'école maternelle, plus pour le CP, plus pour le CE1, même si on ouvre seulement l'école maternelle au début. Donc ça, c'est un obstacle très clair pour les écoles qui ne décident pas d'ouvrir tous les niveaux d'un coup. Et surtout, même pour les écoles qui ne décident pas d'ouvrir une école avec des niveaux séparés. Puisqu'évidemment, le plus simple, du coup, pour avoir le campus de tout près pour les 3 premières années de fonctionnement, c'est qu'il y ait une seule classe unique où il y a donc une seule salle et la salle de classe permet de recevoir tout le monde. Donc ça, c'est une solution qu'on peut apporter à cet obstacle de l'exigence des 3 premières années de fonctionnement disponibles pour le campus avant même l'ouverture. C'est une c'est une solution à apporter à cette exigence, mais évidemment, ça ne permet du coup qu'un seul type de fonctionnement multi-âge au sein de classes uniques dans les écoles indépendantes qui n'ont pas les fonds pour ouvrir un campus suffisamment grand dès le départ. Et cela empêche, du coup, cette exigence du rectorat empêche donc le fait de pouvoir ouvrir de manière étalée. C'est-à-dire que, par exemple, au début, l'école IA avait pensé ouvrir la maternelle en premier et du coup avoir seulement le campus de la maternelle. Pendant la première année de fonctionnement, installer la classe de CP, puis pendant la première année de fonctionnement du CP, installer la classe de CE1, et ainsi de suite. Ça nous permettait cette solution d'étaler les finances, euh, et donc les financements et les travaux, etc., de tout le campus. C'est quelque chose qui en fait n'est donc pas possible, qui est rendu impossible par l'exigence du rectorat. Un autre obstacle que le rectorat met en place à ce niveau-là, c'est qu'ils exigent que le campus soit complètement prêt pour les 3 premières années, au moment où ils font leur inspection de préouverture. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un dossier de demande d'ouverture, on fait un dossier qui est à remplir, etc. On donne plein de documents, on l'envoie au rectorat, le rectorat nous dit ou pas, mais à un moment il dit que le dossier est donc complet, et il y a donc un délai de 3 mois à partir de ce moment-là en attendant l'ouverture possible de l'école. Vers la fin de ce délai de 3 mois, il y a une inspection des inspecteurs académiques qui viennent visiter le campus. Et à ce moment-là, le campus doit être complètement prêt pour l'accueil des élèves. Et ce, d'ailleurs, même si l'accueil des élèves n'est pas prévu pour juste après, mais pour bien des mois après. Euh, donc, il doit être complètement prêt. Ce qui veut dire, dans la pratique, qu'on a donc l'obligation de faire l'investissement financier énorme, du coup, que représente l'installation du campus pour les 3 premières années. On a donc l'obligation de faire cet investissement financier avant même de savoir si le rectorat va dire oui ou non. C'est ce qui s'est passé pour nous en décembre dernier. On a donc fait tout un investissement financier pour installer une salle pour l'école maternelle. Et finalement, le rectorat nous a dit non, vous ne pouvez pas ouvrir. C'est donc un investissement financier qui a servi à rien. Donc même là, en l'occurrence, vu que nous, on veut ouvrir par niveau, on a l'obligation de faire un investissement financier qui représente 3 salles de classe pour que peut-être le rectorat dise non. Ensuite, il faut savoir que le rectorat rajoute des obstacles en se basant sur le campus, puisqu'à chaque fois que l'école change d'adresse, l'école techniquement doit fermer puis réouvrir. C'est-à-dire que si on a un certain campus qui du coup nous a permis de faire, admettons, je ne sais pas, 4 premières années, et ensuite l'école a vraiment grandi, on aimerait agrandir le campus, ce n'est pas possible sur l'endroit initial de l'école, du coup on achète ou on loue un autre bâtiment à une autre adresse du coup pour agrandir l'école ou pour y transférer toute l'école. À ce moment-là, on est donc obligé en fait de faire une nouvelle demande d'ouverture d'école. Ce n'est pas simplement un signalement au rectorat qu'on agrandit le campus, ce n'est pas non plus une demande d'accord pour transférer le campus, c'est une demande d'ouverture d'école. Qui dit demande d'ouverture d'école dit la possibilité très facile, une nouvelle fois, pour le rectorat de dire non, nous ne vous laissons pas ouvrir l'école. Donc même si l'école a été ouverte, elle est donc à risque de refermer si elle veut changer de campus. C'est ce qui se passe d'ailleurs pour un certain nombre d'écoles qui sont autorisées à ouvrir. Puis le rectorat ne les aime pas particulièrement, et lorsqu'elles décident de changer d'adresse et qu'elles font donc un nouveau dossier de demande d'ouverture d'école, le rectorat refuse ce dossier, et donc en théorie l'école soit doit fermer, soit doit rester dans son campus initial, mais qui visiblement n'est probablement plus adapté puisque l'école souhaite en changer. Alors le rectorat en fait se pose lui-même comme un obstacle à l'ouverture des écoles privées hors contrat. Moi, lorsque j'ai enquêté un peu plus pour savoir pourquoi on nous avait fait un refus
lors de notre première demande d'ouverture d'école pour l'école IA, on m'a dit très clairement que le recto, d'ailleurs on me l'avait dit d'ailleurs même pendant la procédure, quand je posais des questions au rectorat par téléphone, on me dit très clairement que le rectorat n'a pas vocation d'aider à l'ouverture d'écoles privées hors contrat, il est là pour rendre une décision, mais qu'en aucun cas il n'est là pour aider. Donc à chaque fois que je demande des questions administratives en fait, qui sont est-ce que vous avez besoin de telle ou telle chose dans le dossier, on me dit mais on n'est pas là pour vous répondre à vos questions, on est là pour recevoir le dossier et rendre une décision. Donc on me dit en fait, non, on ne va pas vous aider, même pas vous aider à remplir le dossier qu'on vous demande de remplir. Même lorsque j'ai reçu du coup la visite des inspecteurs académiques pour la visite de préouverture du coup de l'école IA, lorsque j'ai posé des questions, tout de suite on m'a dit, nous ne sommes pas là pour vous aider à ouvrir, nous sommes là pour inspecter. Le personnel du rectorat m'a d'ailleurs dit que c'était dans leur directive, dans leur circulaire, qu'ils ne sont pas là pour aider à l'ouverture d'écoles, qu'ils sont juste là pour inspecter. Par ailleurs, c'est effectivement le cas puisque j'ai demandé par exemple à rencontrer les inspecteurs. Je l'avais demandé déjà il y a 1 an et demi lorsque nous avions décidé d'entamer cette aventure pour ouvrir l'école IA. Tout de suite, la porte s'est trouvée très fermée. On ne m'a jamais répondu à mes différentes requêtes, qu'elles soient par téléphone, par email ou par courrier, pour rencontrer des inspecteurs ou d'autres personnes du rectorat ou de l'inspection académique ou de l'académie en général. Jamais on ne m'a répondu pour cela. Lorsqu'on a eu notre demande de refus, lorsqu'on a eu notre refus à notre demande d'ouverture, j'ai donc demandé à avoir une copie du rapport qui a été fait de l'inspection pour savoir quels étaient les motifs de ce refus. On me le refuse et on me dit que non, ce n'est pas légal de me donner le rapport. Le rapport, du coup, qui a été fait après l'inspection de notre propre projet. J'ai demandé à rencontrer les inspecteurs. On m'a dit que c'était illégal de rencontrer les inspecteurs pour soit avoir des réponses sur le refus, soit pour leur parler de notre prochaine demande d'ouverture et pour du coup mettre les choses au clair pour savoir bien comment faire cette demande d'ouverture qui permette euh, qui permettent de la faire d'une manière qui du coup leur convienne plus. Tout ça, on m'a dit non, 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 c'est illégal, vous n'avez en aucun cas le droit de rencontrer des inspecteurs. On voit bien du coup dans tout cela que par des tas de procédés administratifs, bureaucratiques, certains probablement pas forcément intentionnels et simplement bureaucratiques et bien installés, mais également par des procédés très clairement intentionnels pour freiner l'ouverture d'écoles privées hors contrat, le rectorat se pose lui-même comme un obstacle à l'ouverture d'écoles privées hors contrat, alors que c'est pourtant lui qui rend la décision de cette ouverture ou pas. Ce qui rend cette décision d'ailleurs en ne disant pas oui, mais simplement en ne disant pas non. Il faut donc attendre l'absence de réponse négative du rectorat pour pouvoir avoir l'accord en fait d'ouverture d'école. Alors il y a d'autres obstacles que le rectorat évidemment à l'ouverture d'école. Il y a les finances comme j'en ai parlé. Il faut aussi convaincre les parents, les familles de sa pédagogie, ce qui est tout à fait normal pour convaincre suffisamment de familles de venir dans notre école. Il y a, alors ce n'était pas notre cas, mais si certains porteurs de projets d'ouverture d'école ne sont pas du tout des enseignants, n'ont pas du tout la pédagogie, n'ont pas les compétences en fait en pédagogie. Donc ça, c'est un obstacle supplémentaire parce que peut-être qu'ils ont une très forte volonté d'ouvrir une école qui va leur correspondre plus à leurs valeurs sans pour autant avoir les compétences des professionnels d'une école en fait. Du coup, ils ont ces obstacles en plus. Il y a évidemment l'obstacle de trouver le personnel qui est formé, qui est qualifié, qui est en phase avec les valeurs et l'identité de l'école. Pour nous, par exemple, puisqu'on était une école en immersion totale en anglais, il faut donc il faut donc trouver du personnel qui parle 100% anglais, sachant toutefois que les enseignants sont censés être français ou ressortissants de l'Union européenne, que s'ils ne le sont pas, il faut demander une exemption, que même si l'exemption est accordée, il faut quand même qu'ils aient un niveau de français suffisant suffisant pour être dans les exigences du rectorat. Donc, par exemple, nous avions du mal à recruter des gens qui venaient de pays anglophones, puisque ces pays anglophones ne font pas partie de l'Union européenne. Il fallait donc demander une exemption. Ces anglophones-là, qui auraient été peut-être des enseignants merveilleux et qui n'avaient pas réellement besoin de français, puisque c'est mieux même de ne même pas parler français lorsqu'on est dans une école en immersion totale, c'est encore mieux pour les élèves.
on ne pouvait pas les recruter parce qu'ils n'avaient pas de niveau de français, justement. Donc voilà, il y a cet obstacle-là aussi. Donc le recrutement peut être un obstacle. Il y a d'autres obstacles de ce genre. Il y a des obstacles locaux, puisque les écoles privées hors contrat peuvent être parfois très mal perçues encore une fois, par les représentants du gouvernement, en fait, donc par les mairies. Moi, lorsque nous recherchions un local, j'ai eu beaucoup de mal à me faire recevoir par des mairies. J'ai demandé à la mairie de Foix de nombreuses fois d'être rencontré et ça a mis plusieurs mois avant qu'on accepte de me rencontrer pour qu'au final on me rencontre avec un intérêt modéré, mais plein de politesse et de respect, mais sans visiblement un très grand intérêt. Les mairies de beaucoup d'autres communes m'ont simplement fermé les portes et ne voulaient pas me rencontrer. Alors heureusement, j'avais rencontré des mairies également qui étaient beaucoup plus enthousiastes, et dont une qui est celle de Saint-Paul-de-Jarrat, qui comprend vraiment l'intérêt d'une école privée hors contrat, qui comprend l'intérêt économique que cela peut avoir pour la commune, pour même toute la région, qui comprend l'intérêt de stimulation du système local. Donc c'est faisable, hein. Et du coup, si vous êtes un porteur de projet, je vous encourage vraiment à continuer à frapper aux portes des mairies. Toutefois, c'est un obstacle très clair qu'il y a cette vision de la part de beaucoup de mairies que l'école privée hors contrat vient comme un ennemi s'installer dans la commune. Alors ce n'est pas vrai. Les écoles privées ne sont évidemment pas des ennemis, elles viennent en complément de l'école publique. Moi, on m'a parfois fait la réflexion de me dire, on m'a parfois fait la réflexion en me disant, mais non, par exemple, quand j'essayais de mettre des affiches ou des flyers, il est hors de question qu'on mette des flyers ici. On est des représentants du service public, on ne va pas vous laisser attaquer le service public comme ça, nous sommes des défenseurs de l'école publique, etc. On me faisait des réflexions comme ça de temps en temps. Et moi, je répondais, oui, mais moi aussi, je suis un défenseur du service public, je suis également un défenseur de l'école publique, je suis à tout prix convaincu qu'il faut qu'il y ait une école publique, qu'il faut qu'il y ait une école publique forte, qu'il faut qu'il y ait une école publique bien plus forte qu'elle ne l'est actuellement. Mais qu'en attendant que cette école publique soit beaucoup plus forte, et de toute façon en complément de cette école publique, c'est intéressant d'avoir des écoles euh, des écoles autres que l'école publique et qui du coup permettent d'élargir la diversité d'offres éducatives et d'offres pédagogiques de notre pays et donc ainsi de stimuler tout le système. Mais il y a effectivement cette vision que les écoles privées sont un ennemi de l'école publique par beaucoup de personnes. Il y a aussi beaucoup de personnes qui heureusement comprennent que ce n'est pas le cas. Il y a aussi la vision de la part de beaucoup de communes que les écoles privées, lorsqu'elles viennent s'installer, vont vider les classes de l'école publique. Ce qui est un problème parce qu'après, du coup, ils n'ont plus les financements nécessaires, ils doivent peut-être perdre un enseignant parce qu'il n'y a plus les effectifs pour justifier de garder le nombre d'enseignants, etc. Il faut savoir que c'est très, 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 très rarement le cas que ça se produise parce qu'évidemment, tout le monde n'a pas envie d'aller dans l'école privée en question, tout le monde n'a pas forcément envie d'y mettre le budget, tout le monde ne se reconnaît pas forcément dans la pédagogie de cette école, et ceux qui s'y reconnaissent par contre ne viennent pas du tout tous de cette commune, mais viennent souvent de bien des communes aux alentours. La plupart des écoles privées hors contrat ont des élèves qui viennent en général une demi-heure à la ronde, dans toutes les directions. Donc ça n'est pas du tout l'école de la commune qui se fait vider d'un coup par tout le monde qui va dans l'école privée. Et d'ailleurs, je réponds souvent aux gens qui ont cette peur, eh ben dis donc, vous devez avoir une vision vraiment très très négative de l'école de votre commune pour penser que d'un coup tout le monde va partir dès qu'une autre option se présente. Ayez un peu de foi quand même dans l'école de votre commune et pensez que les enseignants qui y sont font sûrement également un travail merveilleux et que bien des gens seront contents d'y rester. Évidemment, un dernier obstacle de taille qu'il faut pointer, c'est de trouver le campus. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de locaux qui permettent en fait d'accueillir une école. Il n'y a pas beaucoup de locaux qui sont suffisamment grands, qu'ils soient à la vente ou à la location, qui permettent d'accueillir une école tout entière. Et si c'est à l'achat, évidemment, cela veut dire qu'on est obligé d'avoir un budget du coup très important dès le début, avant même de savoir si le rectorat va autoriser l'ouverture de l'école, pour pouvoir acheter un campus. Si c'est à la location, il y a encore moins d'offres que si c'est à l'achat. Donc il y a un manque en fait de locaux disponibles pour les écoles. Et on en trouve, hein, il y a plein d'écoles qui s'ouvrent en France et qui du coup réussissent à trouver des locaux, soit dans leur propre patrimoine personnel, celui des fondateurs, soit en ayant des personnes qui veulent bien accueillir l'école sur leur propriété, soit du coup en achetant, soit en louant, de différentes manières. Donc c'est possible, soit en ayant des exigences de local beaucoup bien moindres,
que nous n'en avions par exemple, mais c'est donc possible, mais c'est un obstacle de taille évidemment. Alors il y a plein d'obstacles, comme vous le voyez, à l'ouverture d'une école en France. Le but de ma vidéo n'est pas de décourager ceux qui veulent ouvrir des écoles, au contraire je vous encourage parce qu'il y a plein d'obstacles, mais comme tous les obstacles dans tous les autres domaines, ils peuvent être surmontés. Mais il faut savoir que toutefois c'est un parcours du combattant d'ouvrir une école. Moi je veux surtout ce qui soit retenu de cette vidéo, c'est que c'est un parcours du combattant, tout ça par des obstacles sont artificiels. Ce sont des obstacles qui sont artificiellement installés par l'éducation nationale. Il y a très clairement une volonté de l'éducation nationale, du rectorat, de l'académie, c'est toute la même structure, d'empêcher l'ouverture d'écoles privées hors contrat. Moi, je veux que ça soit su du grand public, parce que je veux que les gens prennent conscience qu'on est dans une situation dans laquelle le gouvernement fait halte à une amélioration du système éducatif français. Comme je l'ai mentionné plus tôt dans la vidéo, moi je suis un grand défenseur de l'école publique, du fait qu'elle existe, du fait qu'elle soit gratuite pour tous et du fait que tous aient le droit d'y aller. Je suis un grand défenseur du fait que l'école publique continue à exister. Toutefois, je ne pense pas que l'école privée empêche l'école publique de continuer à se développer. Et au contraire, je pense que l'école privée, indépendante, pas celle qui fait exactement la même chose que le public, mais avec de la religion dedans, mais l'école privée indépendante a vraiment le pouvoir de stimuler tout le développement pédagogique d'un pays. Et c'est d'ailleurs ce qui se voit dans les pays qui ont un grand nombre d'écoles privées. Donc comme vous le savez, je suis franco-américain, nous les fondateurs, nous sommes à moitié américains. Aux États-Unis, il y a énormément d'écoles privées. Les écoles privées stimulent le développement et l'innovation pédagogique de ce pays parce qu'elles ont du coup de quoi faire absolument, elles ont une liberté totale dans ce qu'elles font dans la pédagogie et elles ont du coup des idées, elles ont de l'innovation, elles mettent des projets en place. Ces projets, ces idées, ces innovations sont regardées par l'école publique. L'école publique s'en inspire et ensuite du coup choisit dans cela ce qu'elle souhaite faire et elles reproduisent ce qu'elles ont trouvé de bon. C'est d'ailleurs ce qui se produit un petit peu également dans nos écoles, où en France, de plus en plus d'enseignants du public s'inspirent de la pédagogie Montessori, par exemple. Alors, ils s'inspirent de la pédagogie Montessori, parfois Freinet, parfois Reggio, d'autres pédagogies, qui sont donc présentes, qui sont existantes grâce aux écoles privées. Elles n'ont pas été possibles dans l'école publique, ces innovations-là, et du coup, elles ont été faites par des écoles privées, ou alors qui étaient publiques au départ, par exemple dans le cas de Freinet, qui ensuite se sont séparés en créant leurs propres écoles, du coup une école privée, et qui du coup ont pu vraiment développer cette pédagogie. C'est grâce à ça que du coup les enseignants de l'école publique peuvent regarder ces pédagogies et dire bon, bah, finalement j'aime bien quand même cette partie, j'aime bien ça, voire j'aime bien tout, et je vais mettre en place une partie de cette pédagogie ou la totalité dans ma classe. Donc c'est vraiment un équilibre qui est établi entre les écoles publiques et les écoles privées. Les écoles publiques sont là, doivent être là parce que tout le monde doit avoir accès à l'école et tout le monde doit avoir accès à une école de qualité. Les écoles privées, selon moi, doivent être là, ou en tout cas indépendantes. Les écoles privées et indépendantes doivent être là pour pouvoir continuer à stimuler et à innover dans le domaine de la pédagogie et de l'enseignement et de l'éducation des enfants en général. C'est d'ailleurs ce qui est le cas dans les pays qui ont beaucoup d'écoles privées. Les États-Unis, donc nous sommes à moitié américains, nous les cofondateurs, les États-Unis ont beaucoup d'écoles privées. Les écoles privées aux États-Unis ont une liberté totale au niveau pédagogique, elles ont une bien plus grande facilité d'opération et de vie. Et elles innovent en permanence, elles innovent, elles ont des nouveaux projets, des nouvelles idées, des nouvelles façons d'enseigner qui sont mises en place et que les écoles publiques regardent et dont les écoles publiques s'inspirent et que les écoles publiques du coup mettent en place dans l'école publique à leur tour. Et on peut se dire que oui, c'est inégal, évidemment, les gens qui sont donc dans l'école publique, privée ont toujours un train d'avance, bien qu'il ne faut pas voir ça comme un train d'avance parce qu'on n'est pas forcément en accord avec ce qu'elles font, du coup c'est pas forcément vu comme une progression, mais si on est vu comme une progression, c'est un train d'avance par rapport à l'école publique, certes, mais l'école publique n'aurait même pas forcément pu mettre en place cette innovation si elle ne l'avait pas vue dans une autre école. Donc il y a vraiment cet équilibre qui s'installe. Par ailleurs, je pointe au passage qu'on n'est pas obligé d'avoir un système dans lequel les écoles privées sont payantes. Il y a des endroits dans le monde, certains États aux États-Unis, certaines régions de la Scandinavie, des endroits et d'autres probablement que je ne connais pas, des endroits dans le monde dans lesquels les écoles privées sont entièrement financées ou quasiment entièrement financées et du coup elles sont gratuites ou quasi gratuites, mais avec l'indépendance d'une école privée et donc permettant cette innovation. D'ailleurs, la France a fait à moitié ça en autorisant les écoles privées sous contrat et du coup en les finançant, en les rendant du coup à des frais très moindres pour les familles,
sauf qu'ils n'ont pas fait le procédé entier, puisqu'ils ont dit, certes, mais vous serez du coup exactement comme dans l'école publique au niveau de l'enseignement, de la façon d'enseigner, des horaires à suivre, etc. Mais donc il y a la possibilité, au passage je dis, d'avoir des écoles privées indépendantes qui ont une liberté pédagogique très grande et qui sont financées. Ça c'est quand même quelque chose à penser politiquement. Dans tous les cas, il y a donc cet équilibre entre école privée et école publique. Moi, je le rappelle, et donc c'est possible. Donc, il n'y a vraiment pas la nécessité de voir les écoles privées comme des ennemis. Au contraire, il faut vraiment les voir comme des alliés qui stimulent la pédagogie du pays et qui, du coup, viennent en complément. Parce qu'une famille, du coup, qui ne se retrouve pas dans les valeurs de l'école publique, qui ne se retrouve pas dans l'identité, dans la manière dont l'enseignement est mis en place, peut aller, du coup, dans une école privée qui lui convient, qui est bien plus alignée avec ses valeurs et avec sa façon de vouloir aider leur enfant à grandir. Et du coup, l'enfant grandit, fleurit, toute la famille fleurit. On se retrouve avec une société qui est beaucoup plus diverse, qui est beaucoup plus diversifiée dans les compétences et les qualités que chacun peut amener et contribuer à la société. Et c'est bien plus intéressant, selon moi, qu'une société dans laquelle tout le monde est allé dans la même école, qui ne convient pas à grand monde, et qui pourtant est la même pour tous, et au moins on est content parce que c'est égalitaire. Donc pour conclure ma vidéo, je veux rappeler qu'il y a plein d'obstacles à l'ouverture d'une école, mais que quand même la plupart de ces obstacles sont artificiellement imposés par le rectorat qui veut du coup empêcher le plus possible l'ouverture de ces écoles, ou en tout cas à tout prix ne pas les aider. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça très dommage parce que nous sommes dans un pays dans lequel il y a énormément d'idées, comme d'ailleurs dans à peu près tout le monde, dans toutes les parties du monde. On est dans une situation où il y a un fleurissement d'idées, où la plupart des parents veulent un changement dans le système éducatif de la France. La plupart des parents veulent d'autres options, veulent d'autres offres. Et celles-ci, ils ne veulent pas particulièrement qu'elles soient privées, mais ils veulent qu'elles soient disponibles. Comme l'école publique ne permet pas à l'heure actuelle dans le système qu'elle a de le faire, des porteurs de projets décident d'ouvrir des écoles qui sont donc obligées d'être privées, décident de les ouvrir et contribuent à cette diversité éducative et à cette diversité de l'offre pour aider les enfants à s'épanouir. Et du coup, à cette innovation et du coup à cette amélioration du système éducatif. Et au lieu de saisir cette opportunité et de la laisser se développer pour pouvoir en fait avoir une amélioration qui va contribuer bénéfiquement à tout le pays, le rectorat, par peur, et par peur de lâcher du contrôle et par peur de la nouveauté, décide de fermer les portes et de verrouiller le plus possible partout. Et donc voilà, je trouve que c'est dommage, c'est un très grand obstacle. Toutefois, si vous écoutez cette vidéo et que vous êtes un porteur de projet pour ouvrir une école, je vous dis quand même, allez-y, il y a de quoi le faire, il y a plein d'écoles qui réussissent à ouvrir, et ces écoles-là sont très précieuses et sont des vrais bijoux pour notre pays et vont vraiment améliorer tout le système éducatif, y compris le système éducatif de l'école publique.